Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par une petite image de chat. Hein. Alors, si vous pensez que la programmation de jeu, ça vous évoque ça, c'était le cas pour moi au début de cette petite aventure, bah, au bout de cette présentation, ça devrait être comme ça maintenant. Je vais vous montrer durant cette présentation que le développement de jeux vidéo commence s'y mettre. On peut faire des jeux vidéo de façon très facile, très accessible de nos jours. Donc, je vais vous présenter comment j'ai porté Doom sur le navigateur grâce au WebAssembly. Je m'appelle Yacine, je suis ingénieur DevRel chez Worldline, je suis aussi enseignant, donc la fac, les amphis, ça me parle, donc c'est cool. Je suis amateur de jeux rétro aussi, et je suis intéressé par la technologie de façon générale. Alors, par rapport à mon entreprise, je fais partie d'une équipe de DevRel et nous avons un blog technique et une chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à consulter. Nous avons des articles et des vidéos intéressantes sur des confs, des sujets techniques et non techniques. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Alors, comme toute histoire et toute aventure, on commence par un petit prologue. Le WebAssembly. Alors, dans la salle, levez la main si vous avez déjà entendu parler du WebAssembly, si vous connaissez le WebAssembly. Ouais, très bien, nickel. Donc c'est cool. Donc, je vais passer dessus assez rapidement. Donc le WebAssembly, c'est un format d'instruction portable. Et surtout ce qui est important, c'est que c'est un standard du W3C. Donc ça tourne un peu partout, comme c'est écrit là. C'est exécutable sur des environnements web, sur les navigateurs, et des environnements non web. Donc ça tourne un peu partout. Et le format brut, c'est celui-là, mais c'est aussi un format lisible. Il y a des outils pour convertir en format un peu assez lisible. Mais pour mon projet, j'ai pas du tout regardé WASM. Ce qui est aussi cool et super intéressant avec le WebAssembly, c'est qu'on peut partir d'un code écrit dans un langage plus haut niveau et le faire tourner sur navigateur. Et ça fonctionne de cette façon. Donc vous écrivez votre code source avec votre langage favori. Ensuite, vous utilisez ce qu'on appelle un compilateur ou une toolchain quand c'est un peu plus évolué. Et son but, c'est de convertir votre code en WebAssembly. Et pas que. En fait, vous avez un binaire en WASM et un code, on dit que c'est un code GLUE JavaScript parce que le WASM n'a pas accès à tout l'environnement du navigateur. Et donc le code GLUE, ça peut être généré soit par la toolchain ou le framework, soit vous le rajoutez à la main, ça dépend des cas. Ensuite, vous allez charger ça dans votre application web. Dans votre moteur JavaScript du navigateur, il y a un runtime WebAssembly qui permet du coup d'exécuter le code WebAssembly directement dans le navigateur et ainsi rendre votre application compatible sur le web. Et donc, quand j'ai découvert les possibilités du WebAssembly, quand j'ai vu que ça pouvait tourner partout, que ça pouvait être compilé depuis n'importe quel langage, ben, en tant que développeur et fan de la tech, je me suis dit, je dois réaliser un projet WebAssembly. Donc, je commençais à faire des calculs, qu'est-ce que je dois faire, et je voulais faire quelque chose de concret. Je ne sais pas encore. Ensuite, je vais parler maintenant de .NET et son lien avec le WebAssembly. Alors, .NET, est-ce qu'il y a pareil, je demande de lever la main, est-ce que des personnes connaissent .NET ici dans la salle? Très bien. Donc, ce n'est pas le framework .NET, c'est parce que vous installiez à l'époque et ça marchait que sur Windows. C'est .NET tout court maintenant. Et c'est un framework open source pour développer des applications et qui est maintenant multiplateforme et full stack. Ça veut dire que ça marche sur Linux, sur Mac, sur Windows, sur mobile et sur les navigateurs aussi, parce que le WebAssembly est une cible de .NET. Et il y a deux façon de faire du WebAssembly avec .NET, c'est via le framework Blazor qui permet de faire je vais vous montrer juste après, ça permet de faire des composants web en .NET, et Wasm Tools qui permet tout simplement de charger du code .NET en JavaScript. Donc le code .NET est converti en Wasm et vous le chargez depuis votre JavaScript. Alors, Blazor, ça ressemble à ça. Donc, ça ressemble à du Vue ou du React, ou du Angular, sauf que vous remplacez le JavaScript ou le TypeScript par du .NET. Donc ça, c'est un exemple de code où on génère un bouton qui incrémente un compteur quand on clique dessus.
Et déjà, ça, c'est une porte. Donc, à l'époque, il n'y avait que ce moyen-là de faire du WebAssembly en .NET. Ça, c'était déjà une porte pour faire charger du .NET de n'importe quel autre programme et de l'exécuter dans le navigateur. Bon, c'était un peu compliqué. J'ai commencé à travailler sur ça. Mais après, en fait, depuis .NET 7, il y a un moyen plus direct pour exécuter des applications générales, pas que des applications web avec des composants, qui s'appelle Wasm Tools. Et comme vous voyez dans cet exemple, en fait, vous avez du code C# ou .NET et du code JavaScript, et ils peuvent interagir très naturellement ensemble. Donc ici, vous avez une classe qui va exporter une fonction vers le monde JavaScript, et vous avez du coup en bas l'appel de cette méthode, de cette classe depuis le JavaScript. Et vous avez aussi le chemin inverse. Ici, on a la méthode getHref qui est définie en bas dans le JavaScript et qui est exportée vers le .NET. Et ensuite, dans le code .NET, on définit que c'est une méthode qui est importée de JavaScript et on peut l'appeler comme n'importe quelle méthode écrite en .NET. Donc, c'est une interaction dans les deux sens. Et donc quand j'ai vu ça, je voulais aussi faire des choses en .NET parce que ça m'a l'air super puissant, super intéressant. Et en plus, je suis amateur de jeux vidéo, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je me suis dit, allez, je vais porter un jeu écrit en .NET vers le WebAssembly. Donc après, il faut trouver le jeu à porter. Donc là, pas de spoil, vous connaissez déjà la réponse. J'ai porté Doom. Alors, je vais parler rapidement du portage de jeu. Ça consiste à faire tourner un jeu vidéo sur une autre plateforme que celle d'origine. Et il y a plusieurs façons de faire du portage de jeu, hein. Soit vous réécrivez le jeu from scratch, de zéro, ou bien vous prenez un code et vous essayez de le faire tourner en adaptant plus ou moins le code existant sur la plateforme cible. Et c'est ce cas-là que j'ai utilisé pour ce travail. Et utiliser une machine virtuelle ou un émulateur, ce n'est pas du portage, hein. Ça veut dire que c'est plutôt la machine cible que vous réécrivez dans votre nouvelle machine. Et au début, en fait, surtout pour des gros jeux hein, comme Doom avec des milliers de lignes de code, des algorithmes très compliqués, très optimisés, je me disais que de porter ce genre de jeu, c'est impossible. A priori, c'est impossible. Et ben, grâce à ce YouTuber, c'est MVG, c'est pas Monsieur Vert Grenade, non, c'est Modern Vintage Gamer. Donc c'est un YouTuber, développeur de jeux vidéo, qui fait des vidéos très intéressantes, hein, qui parle de tous les sujets divers et variés sur le rétro gaming. Et il a montré comment il a porté Heart of Darkness sur Xbox. J'ai regardé comment il a fait et je me suis dit, en fait, c'est accessible à tout le monde et je suis aussi là pour vous partager ça. Je vais vous montrer comment j'ai porté le jeu et vous allez voir que c'est moins compliqué que ça en a l'air. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'ai eue. Donc, le jeu que j'ai porté, c'est Doom. Il est sorti en 1993 sur DOS. C'est fait par les deux John, John Carmack et le deuxième, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire. Romero, merci. Et en fait, c'est un jeu qui est très très intéressant dans le sens où il est développé en deux parties. Vous avez le moteur, donc c'est la partie gestion de l'IA, gestion des mouvements, gestion des HP, gestion de l'avancement dans le niveau. Et vous avez une partie ressources, c'est les fichiers des couleurs, les dessins des personnages. Vous avez aussi les sound font, la partie audio. Et la combinaison de ces deux fichiers-là vous produit un jeu Doom. Donc, produire un mode de Doom consiste à changer les ressources. Et produire un portage de Doom consiste à adapter le moteur dans la plateforme cible. Ce qui est aussi intéressant avec Doom, c'est que c'est un jeu qui ne consomme pas trop de ressources. Et ça veut dire qu'on peut le porter un peu partout. Donc Doom est facilement portable par conception. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a énormément de portages de Doom. Donc vous avez là des portages officiels. Et d'ailleurs, j'ai à droite, donc ça à ma gauche, vous avez des exemples de cartouches que j'ai pu acheter sans passer par AliExpress. C'était encore accessible à l'époque. Et il y a aussi des portages un peu exotiques, hein. Ça c'est juste une partie, il y en a énormément. Doom sur un piano. Il y a même, j'ai vu un Doom sur, comment ça s'appelle, sur Minecraft. Enfin, ça tourne partout. Et récemment, il y a aussi le portage d'Olivier Poncé qui a montré voilà,
Bravo Olivier, hein. Il a montré comment porter Doom d'une autre façon. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous invite à regarder sa vidéo. Et pour finir, au niveau des anecdotes, donc là, vous reconnaissez le monsieur en centre? Alors, donc c'est Bill Gates qui a, en fait, Doom était tellement populaire à l'époque que pour faire vendre Windows, il a participé à une pub c'était un personnage ou un ennemi dans Doom. Et pour info, bah, Microsoft, c'est eux qui ont racheté la boîte qui fait Doom actuellement, hein. Donc voilà, la boucle est bouclée. Alors maintenant, revenons au portage. Donc moi, je ne suis pas parti du code source Linux de Doom. En fait, je suis parti d'un portage en .NET existant, mais qui ne tournait que sur bureau, que sur desktop, qui s'appelle Managed Doom. Donc juste pour être précis, j'utilise la version 1 qui se base sur la librairie SFML. Donc je suis parti de ça. SFML, c'est comme SDL, c'est une librairie qui donne accès à la carte graphique, à la carte audio pour afficher des images et faire jouer de la musique et aussi accéder aux manettes de façon simple pour les développeurs. Donc cette librairie SFML n'est pas disponible sur le web. En tout cas, au moment où j'ai fait ce projet, ce n'était pas disponible. Et donc j'ai essayé de faire un portage de cette version-là de Managed Doom. Donc pour résumer, id Software a mis à disposition le code source de Doom, Linux Doom, qui a été porté en .NET par Managed Doom. Et du coup, moi je suis parti de ça pour développer Blazor Doom pour faire tourner ça sur navigateur. Allez, maintenant on va attaquer la réalisation du portage. Alors, comment j'ai fait pour réaliser le portage? La stratégie que j'ai adoptée, je me suis dit, je vais cloner le repo Managed Doom. Et ensuite, dans les configurations du projet, je vais changer la cible de compilation pour cibler le WebAssembly. Et bien sûr, ça ne va pas marcher du premier coup, hein, il y a des erreurs, mais il ne faut pas avoir peur de ça, justement. Il faut s'y attendre et régler ça au fur et à mesure et au cas par cas. Et donc, la plupart des erreurs venaient de classes SFML parce qu'elles n'existent pas dans en mode WASM. Et donc, c'est tout simple. On va dire, j'ai suivi un algo. C'est mettre des bouchons, donc des classes qui font rien, des fonctions qui font rien, jusqu'à ce que ça compile. Et bien sûr, il n'y a rien derrière, hein, vous n'avez rien qui fonctionne. Ensuite, commencer à implémenter petit à petit, jusqu'à avoir une image, de l'audio. Donc, c'est juste un travail itératif. Et aussi, il y a des choses qu'on ne peut vraiment pas faire côté C# ou WebAssembly parce qu'il faut communiquer avec un navigateur et ça, le WebAssembly n'a pas accès au DOM. Donc il y a des choses à faire côté JS et il faut faire le minimum de choses. Par exemple, la génération il y a une partie qui concerne la génération de l'image. C'était pas du tout performant parce que quand c'était fait en WebAssembly ou en .NET, donc à l'époque quand j'ai fait le projet, du coup j'ai dû déplacer certaines parties en JS parce que c'était beaucoup plus rapide à faire en JS. Et bien sûr, donc là vous voyez l'image, j'étais pas comme ça, j'avais pas les yeux rouges, j'étais pas devenu un monstre de Doom, mais justement c'était vraiment amusant, j'étais plutôt comme ça. C'était vraiment l'aventure, on apprenait des choses, ça m'a permis d'apprendre des choses sur le WebAssembly, sur .NET, sur Doom. Je connaissais rien de Doom, hein, du moteur de Doom quand j'ai commencé le projet, hein. J'ai commencé avec une page blanche, je me suis dit allez go, on y va, il faut juste pas avoir peur. Alors, je vais vous donner un exemple de cas où j'ai dû réimplémenter une classe SFML. Donc là, vous voyez ce bout de code. Donc, on a le using SFML audio qui n'est pas disponible et la classe SoundBuffer qui n'est pas disponible. Parce que ce sont des classes qui proviennent d'une librairie non disponible en WebAssembly. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé moi-même ce namespace. Donc, c'est l'équivalent du package en Java. Et j'ai défini la classe avec le constructeur, les arguments, ce qu'il faut par rapport à... C'est un peu du reverse engineering, hein, par rapport à ce qui est utilisé. Et ensuite, au fil des essais, il faut juste renseigner le constructeur, les propriétés, rajouter ce qui manque petit à petit, jusqu'à voir que ça marche. Voilà, donc là c'est le SoundBuffer. Donc le SoundBuffer, vous avez les samples, donc les fréquences du son et la vitesse, le sample rate, ça je vais revenir après. Et une autre chose que j'ai aussi que j'ai dû porter vers ça c'est un exemple de choses que j'ai porté vers le JS, pardon.
Donc là, la boucle de jeu. Donc, la plupart des jeux vidéo, c'est une boucle infinie. En fait, un jeu, c'est comme un serveur, c'est un programme qui tourne sans arrêt, sauf qu'au lieu de servir des API et tout, ça sert des images. Et donc, un jeu, c'est une boucle sans fin. On a un while et on a une méthode qui s'appelle wait next frame. Ça permet en fait de s'assurer qu'on a une cadence d'image correcte, 60 fps, 30 fps, 120 fps. Et ensuite, à chaque itération de la boucle de jeu, on récupère ce qu'a saisi le joueur au clavier ou à la manette. On met à jour l'état du jeu. C'est un peu ce qu'on fait aussi dans les applications front, hein, c'est-à-dire qu'on met à jour l'état du composant de l'application dans des variables. Et ensuite, le framework fait le rendu à l'écran. Donc dans un jeu vidéo, c'est un peu pareil. Une fonction est appelée pour mettre à jour des variables, par exemple le nombre de HP, la position X et Y dans le niveau, le numéro du niveau, la position des adversaires. Tout ça, c'est mis à jour. C'est-à-dire c'est que de la donnée qui est mise à jour. Et ensuite, ça donne ce qu'on appelle un état, l'état du jeu. Et à partir de cet état-là, on va construire une image et une onde audio ou un son à jouer, et qui sont du coup exécutés juste après. Donc c'est assez basique comme concept. Sauf que ça, en JavaScript, c'est pas possible, parce qu'en fait, JavaScript, vous savez que c'est en single thread par défaut, et vous ne pouvez pas faire des threads, et aussi il y a d'autres contraintes aussi, hein, c'est que vous pouvez changer d'onglet, les performances, voilà, c'est assez maîtrisé. Ce qui fait que il y a d'autres choses aussi qui sont gérées par le navigateur. Ce qui fait que le wait for next frame, l'équivalent n'est pas dispo directement. En fait, on ne peut pas faire de boucle infinie. On va plutôt appeler request animation frame. Et je vais vous montrer comment ça donne. Donc ça utilise une callback. Donc en fait, vous savez qu'une boucle, n'importe quelle boucle for ou while peut être remplacée par un appel récursif. Et c'est le choix qui a été fait par l'API web, Request Animation Frame. En fait, ça permet de faire une exécution infinie, ou une boucle infinie, mais via des callbacks et des appels récursifs. Donc là, on va définir une fonction qui s'appelle GameLoop, qui correspond à une itération du jeu. Et ensuite, ben, on va du coup faire avancer, récupérer les entrées, mettre à jour l'état du jeu, lire une image, jouer l'audio. Et ensuite, on va rappeler Request Animation Frame pour dire au navigateur, ben, dès qu'une image est disponible ou dès que je peux afficher l'image suivante, rappelle cette fonction. Donc c'est cette fonction-là, Request Animation Frame, qui se charge de gérer la cadence des images. Et ça se synchronise avec le moniteur, hein. Donc si vous avez un moniteur en 60 fps, ça peut aller jusqu'à 60 fps. Si votre moniteur est 120 fps, ça peut aller jusqu'à 120 fps. Et donc, je vais vous montrer maintenant l'architecture globale du jeu. Donc là, c'est vraiment le Managed Doom V1. Donc on a une boucle de jeu qui va récupérer des entrées, mettre à jour l'état du jeu, en se basant sur le WAD, donc les fichiers graphismes, et le SoundFont qui est la partie audio. Ensuite, du son et de l'image sont générés. Et ça, c'est joué via SFML. Donc ça, c'est la partie vraiment le Managed Doom en full.NET. Et c'est une boucle infinie. Et du coup, le portage en JS ou vers le WASM, bah, déjà, ce qui est cool avec le WebAssembly, c'est que quand vous avez du code qui ne dépend pas du navigateur, bah, ça marche nativement directement sur la plateforme cible. Donc grosso modo, il y avait 70% du code de Managed Doom qui était déjà compatible au navigateur. Donc il ne restait qu'à porter à peu près 30% restants. Donc déjà, ça vous montre qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de travail à faire, hein, si on regarde relativement à la taille du jeu. Donc c'est pour ça que le portage de jeu, c'est super intéressant pour commencer. Et du coup, le travail que j'ai fait, c'est de remplacer du coup la boucle par un Request Animation Frame, ensuite faire les appels nécessaires de JS vers le .NET, et aussi ben, quand l'image est générée et quand le son est généré, ben, les repasser dans le côté JS pour pouvoir les exécuter ou les lancer. Alors, ben, on va rentrer un peu plus dans le code, cette fois-ci, avec quelques exemples plus concrets. Donc on va passer l'écran noir parce que quand on code, on aime bien se mettre dans le noir. Alors, donc le point d'entrée, donc ça veut dire où commence le jeu. Bah, comme c'est une web app, c'est un index.html, pardon. Donc index.html bah, qui affiche un canvas, c'est pour afficher les images, et qui affiche aussi qui va charger un fichier JavaScript qui contient du coup le code principal du jeu, qui va s'occuper de charger le WASM et tout.
on va regarder ce que fait le main.js. Donc ça, c'est le main.js. Donc là, il va charger le framework.NET. Il va charger du coup notre code compilé en WebAssembly. Et il va aussi initialiser la boucle de jeu, le game loop, avec le request animation frame. Donc ça permet d'initialiser tout ce qu'il faut et de démarrer le jeu. Donc là, chargement du .NET, chargement du code compilé en WASM et exécution du code côté .NET. Donc là, c'est la boucle de jeu. Et ensuite, la fonction donc dans la ligne 9, c'est celle-là, elle va appeler, du coup, ça va exécuter une itération du jeu dans le moteur de Doom, qui est donc écrit en .NET et compilé en WASM. Donc, comme vous voyez ici, ça va avancer le jeu d'une frame, en fait. Donc, j'ai simplifié le code. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça, mais j'ai vraiment simplifié pour montrer les grandes lignes. Alors maintenant, pour la partie audio, comment ça marche? Donc, un son, c'est une onde, mais pour représenter ça en informatique, on va plutôt prendre des échantillons, c'est-à-dire la valeur de l'onde à des moments précis, ce qu'on appelle une fréquence d'échantillonnage. Et du coup, si on prend la valeur de l'onde à ces moments précis, ça permet d'obtenir un tableau qui contient nos échantillons avec une fréquence précise. Donc c'est ce qui est généré par le moteur de Doom à chaque frame, à chaque itération du jeu. Et du coup, ça, on va le passer au JavaScript via la librairie audio context. Et derrière, c'est lui qui va restituer le son. Donc le code qui fait ça, grosso modo, ça ressemble à ça. Donc côté C#, quelque part dans le code source de Managed Doom, en fait, il y a la génération d'un tableau d'entiers qui correspond aux valeurs de notre son, aux échantillons. Et ensuite, ici, on va passer ce tableau d'échantillons à la partie JavaScript. Donc on va déléguer ça à JavaScript. Et la définition de la fonction, c'est celle-là. Donc c'est une fonction qui est définie côté JavaScript, qui va prendre nos échantillons et le taux d'échantillonnage, les fameux 44 kHz ou 22 kHz, et ainsi de suite. Donc côté JS, donc là c'est du JS basique, c'est l'API audio contexte qui est standard, qui est disponible sur tous les navigateurs. Donc on l'initialise, on va récupérer le taux d'échantillonnage, la longueur du son, et on va créer du coup le tampon audio et on va l'alimenter avec les valeurs de nos échantillons. Sauf qu'il y avait un truc que j'ai dû faire, c'est de normaliser. Parce qu'en fait, côté audio contexte, ils prennent des valeurs entre -1 et 1. Donc il faut normaliser ça, alors que donc le Managed Doom envoie des valeurs entre des entiers, quoi. Donc ça, c'est des valeurs du coup qu'il fallait normaliser. Donc c'est la formule qui permet de le faire, c'est juste diviser par le maximum que peut prendre un entier pour normaliser ça. Ensuite, on va passer ça à notre tampon et on lance l'audio, et c'est comme ça qu'on peut écouter les bruitages. Alors pour la musique, alors comment ça marche avec Doom? C'est que ça passe par un fichier SoundFont. En fait, SoundFont, c'est quoi? C'est comme la police de caractères, sauf que c'est avec des sons. C'est-à-dire qu'on a quelques notes, et chaque note, le SoundFont va dire à quoi correspond le son ou l'audio qui correspond à cette note-là. Et en fait, il y a une chaîne YouTube, vidéo sur YouTube qui explique très bien ça. C'est la chaîne du joueur du grenier. Pour être plus précis, le bazar du grenier. Vous connaissez joueur du grenier ici? Tout le monde? Ouais. Voilà, donc il explique très bien ça, et justement il a donné l'exemple de Zelda sur SNES, parce que SNES aussi, le moteur audio se base aussi sur les SoundFont. En fait, le jeu Zelda qui a de très très belles musiques, mais si vous regardez si vous écoutez le SoundFont, il n'y a pas beaucoup de notes en fait. Hein. Mais en fait, c'est comme les polices de caractères, en faisant des modifications, des augmentations de volume, des effets, ça permet de produire des sons et des musiques super intéressantes. Donc c'est la librairie audio, quoi. C'est la bibliothèque audio. Et vous avez des standards. Vous avez SF2, SF3 et j'en passe pour définir un standard de SoundFont. Et donc Doom utilise le format SF2. Et
et côté du coup le manager Doom, comment ça se passe? Du coup, à chaque itération du jeu, des audios sont générés. Donc c'est pareil, à partir de la sound font, il va générer, comme tout à l'heure, comme les bruitages, des tampons ou des échantillons. Sauf que là, c'est plutôt c'est streamé, c'est-à-dire qu'il produit au fur et à mesure des échantillons et il faut les lire l'un à la suite de l'autre. Pas comme les bruitages, par exemple quand on ouvre une porte ou quand on tire. Là, dès que le bruitage est dispo, on le lance. Par contre, pour l'audio, il faut s'assurer que ça se lance de façon consécutive et séquentielle. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect temps qui est important. C'est-à-dire que nous, on reçoit ça, et comment faire en JS, côté JS avec audio contexte, pour le lire comme ça de façon fluide. Alors là, j'ai rencontré quelques soucis, parce qu'en fait, au niveau de l'audio contexte, en fait, si j'applique le même algorithme que les bruitages, en fait, je vais entendre des glitches, des sons un peu gênants, parce qu'en fait, la librairie audio contexte ne sait pas lire successivement et rapidement des petits échantillons. D'accord. Donc, quand vous avez des petits échantillons que vous balancez comme ça, ça ne marche pas. Et j'ai pas trouvé de moyen facile, à ma connaissance, pour faire du streaming nativement avec l'audio contexte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a un tampon, je l'alimente en bytes, en données, et le tampon gère la lecture de l'audio au fur et à mesure. Donc, j'ai pas trouvé ça. Du coup, comme on aime bien trouver des workarounds et tout, donc là, ce que j'ai fait, j'ai regroupé les extraits, donc chaque audio généré, je les ai regroupés dans un tampon assez large pour éviter d'avoir des glitches. Et aussi, il y a un truc intéressant avec le audio contexte, c'est qu'on peut planifier à quel moment on va lire tel échantillon. Donc c'est-à-dire, je regroupe des gros échantillons et ensuite je dis lis-le à tel instant, à peu près après la fin du précédent, quoi. Donc voilà, c'est une petite bidouille, on va dire, mais qui marche bien. Je pense que vous n'allez pas, ça s'entend pas à l'oreille, hein. Enfin, avec la mienne, j'entends pas au moins. Donc voici un peu l'algo qui fait ça. Donc le streaming de la musique. Donc là, vous avez ici la lecture du tampon quand il est assez rempli. Donc là, on vérifie qu'il y a assez de bytes dans mon tableau d'échantillons. Et en bas, vous voyez comment on le remplit au fur et à mesure, hein. C'est pour ça qu'il y a une notion d'index, c'est-à-dire par rapport à ce que m'envoie le moteur de jeu, où est-ce que je le mets dans mon grand tableau côté JS. Et une fois que c'est assez chargé, assez rempli, on n'a qu'à le lire après la fin du précédent. Donc on va planifier sa lecture après la fin du précédent. D'accord. Donc là, vous pouvez remarquer que ça a un petit inconvénient, c'est que la musique se lance un petit retard par rapport au jeu. Parce que c'est-à-dire la première note de musique que vous allez entendre, elle va venir après avoir obtenu assez d'échantillons de musique. Donc il y a un petit léger décalage quand vous lisez pour entendre la musique. Mais pareil, voilà, ça se voit pas trop. C'est pas un truc que je vais publier sur les stores et tout, donc voilà. Donc là, on va passer au rendu des images aussi. Comment j'ai fait pour passer de C# vers le canvas. Donc là, Doom utilise un peu ce que font les consoles rétro, hein, au niveau de génération d'images. C'est-à-dire que vous avez un tableau de pixels, sauf que la valeur de chaque pixel, ce n'est pas la couleur RGB. Donc vous n'avez pas les valeurs des couleurs RGB, mais vous avez plutôt un indice vers un autre tableau, ce qu'on appelle la palette de couleurs. Ça permet en fait pour les jeux rétro d'optimiser les ressources, parce que s'il y a des couleurs qui se répètent beaucoup, au lieu de réencoder à chaque fois le triplet RGB, on remplace ça par un seul indice. Donc là par exemple, vous avez une image avec les différents indices et la palette de couleurs. Donc là en l'occurrence on a 4 couleurs. Donc à votre avis, comment cette image, donc ici dans le petit carré à droite, comment sera l'image à votre avis? C'est-à-dire les pixels et comment ils vont être agencés? À votre avis, je vous laisse réfléchir un peu. Alors, si vous vous dites que c'est de gauche à droite et de haut en bas, alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, préparez vos yeux, hein. Attention, si vous avez... En fait, ça donne ça. Alors, je vais lancer la vidéo. En fait, c'est ce que j'ai eu au début. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, là, je suis en train de jouer au jeu. Vous voyez que ça bouge un peu, hein. Ça permet de faire des illusions d'optique et tout. Mais en fait, si vous agencez les pixels comme ça, c'est ce que vous avez comme résultat.
En fait, la vraie façon de faire, c'est d'agencer les pixels de haut en bas et de gauche à droite. C'est-à-dire commencer. Donc, c'est pas juste un plus 1 au niveau de l'indice, c'est plus comme ça qu'il faut faire. Voilà. Et donc ça, je crois que pour que je trouve, en fait, quand j'ai eu l'image là, je me suis dit, mais en fait, alors quand j'ai rencontré ce souci, je ne savais pas d'où venait le problème au début. Est-ce que c'est un truc vraiment, c'est-à-dire que j'ai mal fait dès le début du jeu, ou c'était juste cette partie-là qui n'était pas bonne? Et donc là, j'ai dû lire un peu la doc de SFML, la doc de Doom et tout, pour comprendre un peu comment ça marche. Parce que sinon, bah, comme je vous ai dit, je ne connaissais pas du tout le jeu. Le code source, je ne l'ai jamais vu avant, je ne connais pas du tout comment fonctionne le moteur de Doom ni SFML. Donc c'est vrai que c'était un petit moment de panique. Est-ce que je dois tout refaire ou est-ce que c'est juste... voilà. Mais vous voyez que finalement, c'est rien. C'est pour ça que je vous dis, le portage, c'est vraiment pas très compliqué. Donc les pixels sont distribués de haut en bas, puis de gauche à droite. Voilà. Donc résumé, en fait, si vous faites la distribution classique, si ça ne marche pas, essayez l'autre distribution avant de paniquer, quoi. Voilà. Moi, j'ai fait un peu dans le désordre, mais ça marche. Donc voici aussi un peu de code pour vous montrer un peu comment les pixels sont transmis du C# au JS. Donc là, je pense que vous pouvez commencer à voir un peu le système. Donc quelque part dans le code source de Managed Doom, ben, un tableau de pixels est construit. Et ce tableau-là, ben, il est envoyé vers le JavaScript. Donc là, on appelle la méthode JavaScript, côté JavaScript, on lui envoie le tableau de pixels et notre palette de couleurs, bien sûr. Sinon, ça va être n'importe quoi. Et le code JavaScript qui dessine, donc le canvas est déjà initialisé, est déjà chargé. Et on récupère ce qu'on appelle un objet contexte. Donc le contexte, c'est ce qui permet de manipuler vraiment les pixels du canvas en JavaScript. Donc on va créer une image de 320 x 200 qui est la résolution de Doom. Et ensuite, on va du coup avancer dans notre tableau. Ici, vous voyez que le Y, on incrémente d'abord le Y. Et une fois que le Y a atteint la hauteur, on va avancer d'une colonne. Donc ça permet du coup d'avancer comme ça, ligne par ligne, et ensuite on avance colonne par colonne. Un autre truc ici, c'est qu'en fait, regardez ici, je fais un x4, parce qu'en fait, un pixel, enfin une donnée de mon tableau, en fait ça c'est parce que quand on passe du C# à JS, ce qu'il va faire, c'est que en fait les pixels c'est des bytes, sauf que le JS il ne connaît pas les bytes, il connaît les numbers qui sont sur 4 octets. C'est-à-dire que pour optimiser le passage de l'info du C# vers le JS, chaque groupe de 4 bytes sont regroupés en un number. C'est pour ça que là, j'avance de 4 fois. C'est-à-dire que chaque entrée de ce tableau-là correspond à 4 pixels en réalité. C'est pour ça que ici, on avance de 4 à chaque fois. Et vous voyez ici, du coup, le set single pixel, je ne sais plus pourquoi je l'ai appelé comme ça, il va récupérer la couleur, ou pardon, non, c'est pas que c'est que non, ouais, c'est ça. Donc là, on récupère la couleur dans la palette. On va du coup prendre la couleur et faire du byte shifting pour mettre le rouge, le vert et le bleu. Et ensuite, on met le alpha à 1. Donc là, on avance, oui, c'est ça, on avance de 4. Alors, on avance de 4, c'est aussi parce que plutôt un pixel, en fait, dans le contexte, en fait, quand vous avez un pixel de quand on a un pixel dans notre image renvoyée par C#, ça correspond à 4 bytes dans le contexte. C'est plus ça, c'est pas l'histoire des numbers. En fait, quand on a un pixel dans le tableau renvoyé par le C#, en fait, on a 4 bytes dans le contexte parce que vous avez le rouge, le vert, le bleu et l'alpha. C'est pour ça qu'ici qu'on avance de 4 et qu'on fait du byte shifting pour prendre le rouge, le vert et le bleu et les mettre dans notre contexte. Voilà. En fait, la version number 4 bits et tout, c'était dans la version d'avant. C'est plus le cas dans les dernières versions de .NET. Donc là, voilà, on fait avancer le Y. Et là, du coup, on prend un pixel et une couleur et on va séparer le rouge, le vert et le bleu et l'alpha pour les mettre sur le contexte.
Désolé pour l'embrouille, j'ai mélangé avec une ancienne version du dessin. Ok, donc là on va faire la démo. Alors la démo, c'est vous qui allez la faire. Donc je vous invite à scanner le QR code, mettre votre téléphone en mode paysage. Donc mettez votre téléphone en mode paysage pour avoir la meilleure expérience possible. Et donc vous avez un peu le guide, hein, le F pour valider, le O pour ouvrir les portes et actionner les leviers. Et vous avez une petite croix directionnelle pour avancer. Voilà. Et normalement, ça marche aussi sur iOS, hein. Donc, ça marche pour tout le monde. Et c'est aussi une progressive web app, hein, que vous pouvez installer, parce que comme tout est chargé côté client, vous pouvez aussi l'installer sur votre téléphone. C'est une progressive web app, au passage. Voilà. Et vous pouvez choisir d'autres WAD. Allez, si vous montrez. Donc là, c'est ça c'est le code source du projet. Là, le serveur local est lancé. Allez, c'est bon. Allez, je vous fais la démo. Là, je vais prendre un autre WAD. Donc, j'ai intégré Freedoom aussi dans le jeu. Allez, on va le charger. Voilà. Donc, j'ai intégré deux modes qui sont libres et gratuits. Voilà. Donc, celui-là, il est un peu dur, hein. Et là, j'ai enlevé la limite pour mettre au maximum des framerates de mon écran. Et vous voyez que c'est assez rapide, hein. En fait, vous voyez que c'est un portage, on va dire, j'ai pas cherché à optimiser, j'ai juste essayé de faire fonctionner ce qui marchait pas dans le JS. Voilà, je suis déjà mort tellement je suis nul. Mais vous voyez que ça tourne au framerate maximum sans avoir à optimiser. C'est aussi un aspect intéressant du portage quand vous portez des jeux vidéo. Bah, parfois, vous ne cherchez pas à faire quelque chose de super optimal dès le début. Déjà, faites quelque chose qui fonctionne, regardez le résultat, et selon les performances, vous allez décider d'optimiser ou pas. Et ça explique aussi pourquoi certains portages ne fonctionnent pas bien. Parce qu'en fait, ils ont juste, comme j'ai fait là, peut-être juste fait en sorte que le minimum syndical fonctionne, c'est-à-dire que vous ayez des images, que vous ayez du son, et on s'arrête à ça. Par exemple, ça, si vous regardez, par exemple, l'audio, c'est pas parfait, hein. Mais est-ce qu'on peut continuer sur ça ou pas? Donc ça permet aussi de comprendre comment les portages sont développés, pourquoi certains portages sont bien, pas bien, développés rapidement ou pas, et ainsi de suite. Et je vais vous montrer aussi un truc. Donc si je vais dans Inspect, donc là, j'enlève et je mets le network. Alors si j'actualise, est-ce que vous allez le voir ici? Je vais faire une recherche. Non, alors je vais peut-être... Donc là, vous avez les fichiers WASM qui correspondent à tout ce que génère le .NET. Vous voyez ici qu'en fait, toutes les librairies .NET sont générées au format WASM. Et normalement, voilà, tout est chargé et tout est converti en WASM. Voilà. Donc, en conclusion, les possibilités du WebAssembly sont infinies. Le portage de jeu est accessible à tous, comme vous pouvez le voir. Et bien sûr, le développement de jeux vidéo est un moyen super amusant, super intéressant pour apprendre. J'espère que ça vous a amusé, que ça vous a donné la banane pour tenter ce genre de choses. Et merci pour votre attention. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis. Vous avez les diapos, le code source. Et je suis prêt à prendre. N'hésitez pas à vous donner vos questions si vous en avez. Oui. Alors, bonne question. Combien de temps ça m'a pris pour faire tout ça?
Alors pour avoir déjà de l'image et des bruitages, parce que l'audio je l'ai laissé, je l'ai fait après, pour avoir de l'image et des bruitages, ça m'a pris à peu près une semaine ou deux de temps perso. En fait avec en fait j'avais déjà la stratégie en tête, je clone, je fais ça, pour moi ça a été super vite. Après pour l'audio, ben, je l'ai fait au fur et à mesure. C'est-à-dire chaque fois que j'ai le temps, comme ça j'essaye de voir pourquoi ça marche pas, je regarde un peu. Et pareil, ça a été assez vite aussi, une semaine ou deux et ça. Est-ce que vous avez des questions? Yeah. Alors là, pas du tout. Je pense que c'est aussi du fait que je crois, hein, l'algorithme de Doom, en fait, il génère l'image sous forme de stripes, sous forme de colonnes, parce qu'en fait, il fait, je crois que c'est l'algo, c'est du raycasting. Donc, il envoie une lumière pour décider comment dessiner chaque pixel. Et je crois que c'est fait colonne par colonne déjà dans le moteur de base, hein. Donc, voilà, je crois que c'est à cause de ça. Ben, super, merci pour votre attention.